Marlène Schiappa est avec nous. D'abord, ça me fait plaisir de vous revoir. Mais moi aussi, merci de m'avoir invité, Pascal. Mais non, parce que je disais, on ne vous voit plus et vous aviez apporté de la nouveauté dans ce monde politique. C'est gentil, une merci. façon de parler peut-être différente, une proximité. On dit parfois que les hommes politiques sont déconnectés. J'ai pas le sentiment que vous êtes précisément déconnecté. Vous êtes Merci. vraiment ancré dans la réalité. Oui, bah écoutez, je viens d'avoir un petit bébé, donc je me suis consacrée à ça. Je fais le réarmement démographique à moi toute seule, puisque c'est mon 3e enfant. Mais merci pour ce que vous me dites. En tout cas, c'est vrai que quelles que soient mes qualités, mes défauts, j'ai toujours essayé de parler une langue qu'on comprenait et pas une langue d'énarque déconnectée. Bon, d'ailleurs, est-ce que vous revoyez toujours Emmanuel Macron ? Est-ce que vous avez toujours des contacts avec Brigitte Macron et en général avec la Macronie ? Oui, on est en contact et avec ce qu'on appelle la Macronie, oui, bien sûr, je me suis fait des amis. Il y a aussi des belles histoires d'amitié dans le monde politique. Il n'y a pas que des sales coups et des haines recuites. Il y a aussi des gens qui s'entendent bien. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais vous êtes venu pour nous parler de la machosphère, Ouais. ou la machosphère. C'est un témoignage donc choc sur la guerre numérique contre les femmes. C'est aux éditions Fayard. Et savez-vous que chaque minute, des millions de messages sexistes existent envahissent les réseaux sociaux et les forums. Chaque jour, des jeunes filles, des influenceuses, des femmes politiques, des anonymes sont harcelées, menacées, humiliées, réduites au silence par des haters. Et vous racontez des cas, c'est absolument effrayant. Par exemple, le cas de Sophie G, qui subit un harcèlement. Chaque seconde, son téléphone vibre, la faisant sursauter, se demander ce qui va advenir. On se moque de son nez, on l'insulte car elle est soi-disant mal coiffée. On lui recommande de la chirurgie esthétique, etc., etc. Alors pourquoi vous avez eu envie d'abord d'écrire ce livre ? Cette histoire, c'est une vraie histoire d'une femme qui passe une thèse en égyptologie et qui poste une photo sur Twitter et qui ne comprend pas pourquoi sa photo fait le tour des réseaux sociaux. Vous vous en souvenez, Sarah ? Et elle est cyberharcelée. On lui reproche tout et son contraire. On lui reproche d'être d'extrême gauche parce qu'elle est à l'université, d'extrême droite parce qu'elle fait de l'égyptologie, alors on ne sait pas pourquoi, macroniste parce qu'elle tient un champagne Rothschild. On est vraiment dans l'absurdité la plus totale des réseaux sociaux. Et ça m'a fait de la peine parce que moi, je l'ai reçue et en partant, elle m'a dit « Mais pourtant, moi, j'aimais bien cette photo. C'était la photo souvenir de ma thèse et avant que je sois autant critiquée et qu'on me crache dessus, j'aimais bien cette photo. » Et je dis que je dédie ce livre à toutes les personnes qui se sont dit, elles aussi, moi aussi, avant, je l'aimais bien, cette photo. Et c'est vrai que ce cyberharcèlement, il existe. Et la machosphère, pour moi, c'est à la fois le cyberharcèlement ciblé vis-à-vis des femmes, où les femmes seront sexualisées, critiquées sur leur apparence, leur vie privée, ce qu'on ne fait pas pour les hommes, mais aussi le contenu masculiniste, mais aussi le contenu islamiste radical. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais qui fait partie pour moi pleinement de cette machosphère, puisqu'il s'attaque à la liberté des femmes. Il y a une trend, Pascal, sur TikTok et sur Instagram, qui s'appelle « Ce que ma femme n'aura pas le droit de faire », et c'est relayé par des comptes d'influenceurs islamistes radicalisés qui expliquent que leur femme n'aura pas le droit d'avoir un médecin homme, de travailler avec des hommes, de sortir cheveux au vent, et c'est relayé et c'est tourné comme si c'était quelque chose de rigolo et de glamour, avec les codes des réseaux sociaux. Donc le but de ce livre, La machosphère, c'est vraiment dénoncer et alerter sur ces phénomènes qui sont graves et qui se passent dans nos téléphones en ce moment. Il est 17h36, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1 et nous sommes avec Marlène Schiappa, si vous nous rejoignez à l'instant pour son livre La machosphère. Mais que je comprenne bien, le cas par exemple de Sophie G, elle met une photo, mais pourquoi elle, précisément, est-elle cyberharcelée ? Elle a déjà beaucoup d'admirateurs qui la suivaient avant, elle est connue, c'est ça que je ne sais pas. Et combien de témoignages va-t-elle recevoir ou de haters ? C'est en milliers, en centaines de milliers ? Bien sûr. En centaines de milliers peut-être pas d'ailleurs ? Si, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une mayonnaise sur les réseaux qui prend ou qui ne prend pas. Et parfois, il y a quelque chose de très mystérieux. On est tous plus ou moins connectés, on ne sait pas pourquoi parfois il y a une publication qui va prendre et une autre non. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est que ça va toucher aussi bien des stars internationales, Selena Gomez. Précisément, qu'est-ce qui a fait ? Elle, en fait, sa photo est partagée. Elle était inconnue complètement. Et d'ailleurs, elle a voulu tout faire enlever d'Internet pour qu'on se concentre sur son travail d'égyptologue. Et elle était inconnue, mais sa photo a été partagée dans un forum. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de forums de haine des femmes qui fédèrent et qui cherchent des cibles. Et donc, vous avez des cibles connues, dont j'ai fait partie, mais vous avez aussi des cibles qui sont des jeunes filles. Là, c'est une étudiante, mais ça peut être parfaitement une petite jeune fille de 16 ans, 17 ans. Il y aura une photo en ligne.
on va la trouver drôle pour X raisons, parfois complètement absurdes. On va faire des photomontages, on va la dénuder grâce à l'intelligence artificielle, puisque des logiciels comme Grok aujourd'hui permettent de faire cela. Je ne sais pas si vous avez vu des jeunes femmes qui ont été victimes de l'incendie de Crans-Montana en Suisse. Il y a des jeunes hommes sur des forums qui se sont amusés à les dénuder et à les sexualiser. On parle de jeunes femmes qui sont décédées dans cet incendie. Donc il n'y a pas de limite à la haine vis-à-vis des femmes sur ce type de forum. Bon, la machosphère, écrivez-vous, c'est cette force invisible mais bien réelle qui, derrière des pseudonymes ou des avatars, déverse chaque jour des torrents de misogynie en ligne. Bon, ça fait combien de temps que les réseaux sociaux existent? 20 ans maintenant? 15 ans? Une vingtaine d'années, le web participatif. Bon, j'ai eu des débats à chaque fois, en permanence, là-dessus, avec les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Pour moi, tout ça s'arrêterait à la seconde si l'anonymat était levé. Je n'arrive pas à comprendre que certains pays ne l'exigent pas. Je comprends pourquoi X ne l'exige pas, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie d'être anonymes. Mais on pourrait imaginer que les États lèvent l'anonymat. Par exemple, si vous étiez au gouvernement, si vous aviez une influence politique, est-ce que c'est quelque chose que vous réclameriez ? Alors moi, j'ai tenté de le faire et je raconte aussi dans le livre un peu les limites du pouvoir politique. D'abord, les limites technologiques. Moi, j'ai porté une loi en 2018 qui était la loi dite Schiappa sur le cyberharcèlement en meute. Depuis cette loi, quand vous retweetez un contenu de haine, vous êtes condamné comme si vous l'aviez partagé. C'est comme le harcèlement scolaire. Montrer du doigt et répéter une insulte, c'est comme si on avait fait l'insulte. Donc ça, c'est une évolution dans la loi. Mais vous voyez bien, en tant que parent, je vous disais tout à l'heure, moi j'ai des filles de 18 et 14 ans. Moi, parfois, je vous l'avoue, alors que je suis diplômée de communication électronique, parfois je suis larguée. Parce que l'avancée technologique, elle est très très forte. C'est pas ma question, parce que vous parlez de la sanction et je l'entends. Mais moi, je me place qu'il n'y ait plus de sanctions possibles. Parce qu'effectivement, si vous mettez les gens, si vous levez l'anonymat, les gens, ils vont peut-être pas faire la même chose. Bien sûr, mais Pascal, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plateformes, elles n'ont pas intérêt à ça. Je sais, j'entends bien, mais ça, c'est absolument impossible. Alors, c'est pas, pour l'instant, c'est très difficile parce qu'il y a une économie. Et dans ce livre, justement, je suis allée interroger des dirigeants européens et mondiaux de différentes plateformes et de différents réseaux sociaux. Et certains révèlent qu'il y a un vrai business model de la haine. Ça les arrange en réalité. Certains d'entre eux, pas tous. Certains font un travail important et je le dis. Mais dans mon enquête, j'ai vu que certains, en fait, vivent de ça. Ils tirent de l'argent de ce business de la haine. Justement, raison de plus, j'ai envie de dire, pour lever l'anonymat. D'ailleurs, vous dites en 2022, Pharos, la plateforme de signalement des contenus illicites, a traité plus de 52 000 signalements liés à des propos sexistes ou misogynes, en hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Mais évidemment qu'il y en a beaucoup plus que 50 000. Bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, quand ça a été, combien de gens ont été condamnés? On le sait, ça, par exemple, en 2025, l'année qui vient de se terminer. En réalité, très peu. Et moi, personnellement, j'avais fait cette loi, mais quand j'ai déménagé, j'ai retrouvé des parapheurs entiers de copies de plaintes que j'avais déposées et que mon cabinet avait déposées quand j'étais victime de ces cyberharcèlements. D'abord, vous avez des gens qui utilisent des VPN et donc on ne peut pas les localiser. C'est quoi les VPN? C'est un outil qui vous permet de brouiller en fait votre localisation. Donc c'est pratique quand vous êtes par exemple aujourd'hui quelqu'un qui est en Iran et qui veut utiliser Internet, qui a un VPN, c'est évidemment pratique, ça lui évite d'être identifié par le régime et par le pouvoir et d'être condamné. Mais quelqu'un qui propage des propos de haine et qui utilise un VPN, c'est très difficile d'aller le retrouver. Donc effectivement, il y a des failles juridiques et les plateformes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, elles méprisent la loi française. Si vous voulez, elles considèrent que leurs conditions d'utilisation sont au-dessus des lois françaises. Leur siège est en général à Dublin ou dans d'autres pays européens pour des raisons fiscales et pour des raisons légales. Et donc, elles se rient de la loi française en réalité. Je raconte quand j'ai convoqué le patron de Twitter au ministère et qu'il est venu vraiment considérant qu'il venait pour la forme et qu'il n'allait rien se passer. Donc le sentiment qu'on a, c'est qu'on est assez impuissant et que les solutions, alors évidemment ça peut être la sanction, et ça elle est possible lorsque les gens sont en dehors des clous, mais qu'autrement ça va continuer. Eh ben, c'est pour ça que d'abord, moi je pense qu'au-delà de l'interdiction, parce que moi je pense qu'on peut interdire des choses, mais au-delà de l'interdiction, on va pas interdire Twitter. Non, et puis les réseaux sociaux, vous l'avez dit, c'est aussi quelque chose de positif. Moi je passe un temps considérable sur les réseaux, ça permet de rester en lien avec d'autres personnes, d'avoir accès à des gens qui nous écoutent, qui ne nous connaissent pas dans la vie, qui vont pouvoir nous écrire, réagir positivement ou négativement, mais parce qu'on a créé quelque chose chez eux. Ça permet de partager du contenu. Et le web, il y a 20 ans, j'étais blogueuse à l'époque, avec Maman Travail, c'était une promesse d'émancipation. C'était une promesse de pouvoir parler
à tout le monde, de pouvoir créer des business models. Et c'est devenu un énième espace toxique. C'est ça le vrai problème. Et 17h42, on va marquer une pause. Marlène Schiappa est avec nous. C'est la machosphère. Je le dis mal depuis le départ. Non, machosphère. Mais c'est les haters, c'est pas les haters. Vous dites les méchants sur les réseaux sociaux, c'est les haters. Les haters. Les haters. Mais non, mais les haters. Non, mais c'est vrai que ce que dit Marlène Schiappa est tellement juste. Quand est arrivée la révolution Internet ? On s'est dit ça va être formidable, on va gagner du temps, on va avoir affaire à plus d'informations, on va pouvoir échanger pourquoi pas les uns avec les autres quand même. Et il y en Bien a sûr. évidemment, et l'intelligence artificielle notamment est formidable, etc. Mais c'est vrai qu'on a eu accès tout d'un coup à l'âme humaine parfois, qu'on ne soupçonnait pas, ce qui se s'exprimait dit peut-être différemment. qu'on n'entendait pas de la même manière, Voilà. on n'y avait pas accès forcément. Et là, on est même surpris parfois de certaines personnalités que nous connaissons qui disent des choses sur les réseaux sociaux qu'ils ne diraient même pas dans la vraie vie, et on se dit, il est comme ça. Ils ont deux personnalités Il parfois. est comme ça. L'écran Comme Georges désigne. Fenech. Et en fait, c'est poker face parfois toute la journée, et on se dit, mais en fait, il est méchant. Ils disent Il des est horreurs méchant, sur les cet homme. réseaux. Ouais, Mais c'est c'est ça. des gens qui n'ont plus que les réseaux sociaux souvent. Et alors, les anciens confrères. Et voilà, il y en a deux auxquels je pense notamment. Allez, oui, Mais c'est On veut les noms, du vraiment, coup. c'est- non, les anciens c'est le confrères. caniveau quoi. Ah oui, les anciens confrères, ça c'est. Les anciens confrères, ils sont très. J'espère qu'on sera pas comme ça. Ouais. Enfin bon, vous n'aurez pas l'occasion de me voir en ancien confrère de toute façon, Monsieur Lebret. Il est 17h44. Marlène Schiappa est avec nous. Et c'est un bonheur. Il y a également ce passage, rendre la société charia compatible en redéfinissant les normes sociales. C'est l'objectif des organisations islamistes pour la France. Selon les notes des services de renseignement, cet objectif est plus pernicieux, mais aussi plus efficace à leurs yeux que les attentats de masse. Bien sûr. Et qui sont les premières victimes de cette idéologie ? Ce sont les femmes, au-delà d'être les musulmans eux-mêmes, puisqu'on veut recréer une norme radicale pour eux et pour elles. On voit par exemple un compte qui s'appelle Comprends ton dîne, qui est un compte Instagram qui existe, qui est encore en ligne, qui a un très très grand succès et qui vise à relayer finalement une vision de la société qui serait entre guillemets charia compatible. Et donc c'est ce chapitre que j'appelle Charia in Paris, parce qu'en gros vous avez le fond, c'est la charia, et la forme, c'est un peu Emily in Paris. Vous voyez, c'est des choses un peu glamourisées. On fait des vidéos courtes, des montages rigolos, des tendances, des trends TikTok, des petites vannes, et on vous fait passer comme ça les messages pour créer de nouvelles normes de société. Et moi, Pascal, je trouve que c'est gravissime et qu'on n'en parle jamais de ces micro-influenceurs islamistes radicalisés qui vont propager ce contenu de haine des femmes. Il y a un chercheur, Hugo Micheron, qui a montré qu'aujourd'hui, un jeune homme qui cherche des infos sur l'islam, en 3 clics maximum, il est confronté à ce contenu islamiste. Et c'est gravissime parce que ça veut dire que les jeunes ont cette vision des rapports entre les femmes et les hommes complètement biaisés. Donc il y a un vrai danger. C'est ça aussi que je veux, c'est sur ça que je veux alerter dans ce livre sur la Et puis on ne machosphère. peut pas évidemment évoquer le cyberharcèlement des femmes sans évoquer Brigitte Macron, qui est la femme la plus cyberharcelée de France. Le niveau de haine, écrivez-vous, et d'organisation de celle-ci a rarement été aussi élevé. Des puissances étrangères s'en mêlent allègrement. Sa fille étant citée à venir témoigner lors d'un procès pour prouver que sa mère est bien une femme. Et c'est vrai que là, on a dépassé avec, je ne vais pas citer le fameux conte de celui qui écrivait, j'ai pas envie de lui faire cette publicité, mais ce que je lisais d'ailleurs d'une personne qui était d'ailleurs proche de nos métiers ou qui faisait de la communication, là encore, il y a des cerveaux qui nous échappent. On se dit, Bien sûr. mais comment ces jeunes gens qui paraissent cultivés, intéressants, qui ont une vie professionnelle classique, comment peuvent-ils à un moment vriller pour écrire ce qu'ils écrivent? Complètement. D'abord, vous avez l'écran qui effectivement désincarne, déshumanise. On n'est plus des personnes, on est des concepts. Et alors Brigitte Macron, c'en est l'archétype absolu, le parangon. C'est-à-dire c'est la femme du président de la République. Elle-même n'a pas de compte sur les réseaux sociaux. Et donc, on se permet absolument tout à son endroit. Et qu'on soit d'accord avec le président ou qu'on ne soit pas d'accord. Moi, vous me connaissez, je suis une grande démocrate et j'adore le débat. J'ai aucun problème avec le fait qu'on combatte dans les idées le président de la République, évidemment, mais sans prendre à sa femme de manière en la sexualisant, en faisant des photomontages, en l'accusant sur son genre, en propageant des rumeurs, jusqu'à obliger sa propre fille à témoigner. Imaginons tous si on appelait nos enfants à la barre pour témoigner qu'on est bien une femme ou bien un homme.
Ça me semble absolument sidérant. Et si vous voulez, sur Internet, il y a des figures comme ça de femmes qui font figure d'exutoire, qui sont un peu les boucs émissaires. Donc il y a Brigitte Macron. Aux États-Unis, vous avez des stars comme Hailey Bieber, Meghan Markle, qui font figure de boucs émissaires. Et en France, c'est Brigitte Macron. Je note d'ailleurs qu'il y a très peu de soutien de grandes associations féministes. Je dis, c'est la femme la plus cyberharcelée de France. Il y a eu un procès récemment et j'ai trouvé qu'il y avait quand même assez peu de soutien. Encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas politiquement avec la politique menée par son mari, le président de la République, elle, en tant que femme, en tant que personne, j'aurais trouvé normal, dans une démocratie saine, qu'on condamne ce qui s'est passé à son endroit. Marlène Schiappa est avec nous, il nous reste juste quelques minutes pour parler peut-être de vous, parce que vous avez été engagée en politique avec le président Macron. Est-ce que la politique vous manque ? Est-ce que la politique vous manque ? Est-ce que vous auriez envie de nouveau d'être ministre ? Pourquoi ne l'êtes-vous plus ? Et que faites-vous aujourd'hui ? Alors, beaucoup de questions. Moi, vous savez, j'étais macroniste des premières heures. Contrairement, la loyauté, la fidélité, pour moi, sont des choses importantes. Donc, contrairement à tous les gens qui auraient vendu un rein en 2016-2017 pour un selfie avec le président, qui aujourd'hui disent « Non mais moi, le macronisme, j'ai jamais vraiment cru ». Moi, j'y ai cru. Je crois encore que dans le contexte international très difficile dans lequel on est, le président de la République peut faire face. J'étais ministre près de 7 ans. C'est un grand honneur pour moi qui ai grandi dans une cité et dans des conditions plutôt modestes. Et donc la démocratie, c'est aussi que les responsabilités tournent. Et j'ai le sentiment de contribuer aussi à la société aujourd'hui en m'occupant de mon petit garçon, parce que je suis en congé maternité avec mon petit bébé de 3 mois à peine. Et dans la vie professionnelle, aujourd'hui ? Je suis associée d'une agence qui s'appelle Tilder. On fait de la communication pour des dirigeants, des grands dirigeants d'entreprise. Et j'ai monté une ONG qui s'appelle Active. On travaille à féminiser le CAC 40. Et là, c'est un autre gros sujet. Il y a du travail. Parce que je crois qu'il n'y a aucun PDG. Alors, il y a 3 femmes, il y en a 4 maintenant. PDG du CAC 40, mais 3... 4 cette année, et comme on progresse très très lentement. 40 secondes et qu'il faut qu'on soit précisément à l'heure pour donner l'antenne à Laurence Ferrari.